Donc, sur ce volet diagnostic, en fait, on va aborder 2 choses. D'une part, le diagnostic des séries abortives et d'autre part, celui de la circulation simplement intra-atelier, puisque vous avez vu, en l'occurrence, que, c'est une infection qui est, très largement asymptomatique et que, finalement, les séries abortives ne sont que la partie, émergée de l'iceberg. Donc on va aborder ces 2 sujets, successivement. Diapo suivante. Alors, en termes de modalités diagnostiques lors d'avortement, Raphaël a quasiment tout dit. La recherche de la fièvre Q, elle rentre globalement dans une démarche de diagnostic différentiel des avortements et c'est une démarche qui est structurée. Pour ce faire, on va donc s'appuyer sur le dispositif, OSCAR que Raphaël a présenté, tout à l'heure. Donc la démarche, elle est extrêmement classique, hein, elle repose sur un ensemble de fondamentaux. La première chose, c'est toujours de disposer d'un certain nombre de commémoratifs, de s'intéresser aux catégories d'animaux qui sont touchés, à la temporalité, à l'ensemble des signes que l'on peut éventuellement observer, en sachant qu'en matière de fièvre Q, ces signes cliniques sont non spécifiques. Raphaël vous les a présentés, donc avortement, mortinatalité, nouveau-né chétif et un ensemble de troubles de la reproduction, plus particulièrement en bovin. Donc globalement, on va réaliser un diagnostic de groupe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est impératif et qui se justifie pour un ensemble de raisons. D'abord, je viens de le dire, en fait, c'est une infection largement asymptomatique, ce qui veut dire qu'elle circule de manière fréquente au sein des populations de ruminants, y compris en absence de signes cliniques. Par ailleurs, l'expression est donc possible chez des femelles qui n'ont pas avorté. Et puis, pourquoi cibler, les élevages finalement où il y a un ensemble d'avortements? Tout simplement parce que les troupeaux où il y a plusieurs animaux qui sont cliniquement atteints, ça veut dire, que ce sont aussi, les élevages pour lesquels il y a potentiellement le plus d'excréteurs, où l'excrétion va être la plus massive et qui, de ce fait, sont considérés comme les plus à risque. Donc les enjeux sont évidemment majorés sur le plan, économique, sur le plan sanitaire et sur le plan sanitaire, ça veut dire aussi bien en termes de santé animale que de santé publique. Donc, en matière d'avortement, je le disais, c'est donc un diagnostic de groupe. Ça signifie qu'il repose sur un ensemble d'analyses qui sont donc conduites sur plusieurs animaux et qui va être fondé sur l'interprétation d'une combinaison de résultats. Alors, il y a un ensemble de points clés qu'il faut retenir. La première chose, bien sûr, c'est la réactivité. C'est-à-dire qu'on considère en général qu'il faut faire des prélèvements dans une fenêtre de 7 jours à partir du moment où il y a un avortement. En pratique, l'objectif, ça serait idéalement de réaliser ces analyses, enfin ces analyses, ces prélèvements, ces prises d'échantillons dans une fenêtre beaucoup plus courte de moins de 48 heures. Donc, on va avoir différents types de prélèvements qui sont possibles. Les produits issus de l'avortement, parmi lesquels donc l'écouvillon endocervical pour les bovins ou vaginal en petits ruminants, prioritairement donc sur les femelles qui ont avorté. On peut également considérer les houppes placentaires ou chez l'avorton un certain nombre d'organes, au premier chef desquels le liquide stomacal. Les prélèvements, sanguins sur les femelles, là aussi, qui ont avorté, mais de manière complémentaire sur leurs congénères qui vont présenter des troubles de la reproduction. Et donc, j'ai dit que dans les points clés, il y avait une notion de réactivité, mais c'est aussi une notion de complétude de cette prise d'échantillon. Par ailleurs, et ça, on peut le dire de manière, générale, hein, indépendamment de la fièvre Q, on est bien sur un diagnostic différentiel. Il y a tout le volet de l'importance de la qualité du matériel biologique, du prélèvement jusqu'à l'acheminement. Il faut évidemment faire en sorte que, il y ait de réaliser ces prélèvements dans d'excellentes conditions d'hygiène, d'éviter les souillures. On a une bactérie qui est présente dans l'environnement, donc en fait, il faut éviter finalement que, les résultats obtenus puissent éventuellement être imputés à une mauvaise qualité de la prise d'échantillons. Et puis cela va, évidemment, jusqu'à l'envoi, le stockage, l'envoi de ces échantillons. Vous savez que ce sont, des matrices donc, biologiques. Elles nécessitent, un triple emballage avec des emballages à l'intérieur qui doivent être étanches. Donc là aussi, une forte vigilance sur, la qualité de cet envoi sous couvert du foie pour maximiser finalement les chances de mettre en évidence, la bactérie et de pouvoir interpréter les résultats qui auront été obtenus. Donc la clé, c'est toujours de combiner le diagnostic direct et le diagnostic indirect. Donc en termes de diagnostic direct, on se repose sur, la PCR et donc là, notre objectif, c'est bien d'identifier des animaux qui ont de fortes charges bactériennes
qui vont signer une colonisation extrême au moment et au niveau du site de l'avortement. Donc, l'analyse des résultats PCR, elle se fait par rapport à une signification clinique. Et c'est ça qui nous incite à faire une quantification, sauf chez l'avorton, où simplement la présence nous permettra d'avoir une notion d'imputabilité. Sur le plan sérologique, là encore, on est sur un diagnostic de groupe, jamais individuel. Ça veut dire disposer d'un ensemble de prélèvements sur 6 femelles en bovin, 10 en petits ruminants. Et là, notre objectif, c'est bien d'arriver à maximiser la valeur prédictive positive de notre démarche en ciblant les femelles qui ont des troubles de la reproduction. Ça va nous permettre donc de détecter, de mesurer l'exposition passée ou récente au sein du cheptel ou du lot. En termes d'imputabilité de la fièvre Q à une série abortive, donc il y a 2 situations qui nous permettent de dire qu'il y a une imputabilité forte, soit, le cas où on a donc 2 PCR qui sont positives, soit une PCR positive et un niveau de séroprévalence supérieur à 50. J'ai évoqué donc la notion de seuil clinique et de quantification. Donc, de fait, on va s'appuyer sur 2 seuils, 10 puissance 4 coxiel par écouvillon en analyse individuelle, 10 puissance 3 en analyse de mélange, en sachant que si on fait par exemple des analyses de houppe cotylédonaire, on va en considérer 3 sur un même animal et ça constitue déjà un mélange. Enfin, sur l'avorton, la détection simplement fait foi. Ces analyses, elles auront éventuellement à être renouvelées si besoin, si le diagnostic n'a pas été conclusif, en profitant de l'apparition éventuelle d'autres avortements. Donc évidemment, il y a des nuances entre les petits ruminants et les bovins. Chez les petits ruminants, on a une excrétion qui est le plus souvent massive et en termes de disponibilité du matériel biologique, c'est souvent beaucoup plus facile de pouvoir réaliser 2 PCR. En bovin, en revanche, l'expression peut être plus faible. Sur une fenêtre de temps de 7 jours, on a souvent une seule vache qui a avorté. Et donc, la combinaison avec les sérologies est particulièrement importante et il faut insister là-dessus. Ça signifie vraiment que lorsqu'on va en élevage, il faut immédiatement à la fois prélever la femelle qui a avorté et d'autre part, faire des prélèvements sanguins sur ses congénères. La matrice d'imputabilité, elle est la suivante. Vous retrouvez, les éléments que j'ai présentés précédemment. À partir du moment où on a 2 PCR positifs, c'est-à-dire au-delà du seuil clinique, eh bien, l'imputabilité, elle est forte. Si on a une seule PCR qui est positive, mais une séroprévalence élevée, là encore, l'imputabilité est forte. Elle n'est que possible si la séroprévalence est inférieure à 50. Et puis lorsque, on a 1 ou 2 PCR qui sont inférieures à la limite de détection ou une absence de détection, eh bien à ce moment-là, on est soit dans une situation où l'imputation à la fièvre Q est peu probable, soit dans une situation non conclusive. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à l'autre volant de la fièvre Q, c'est-à-dire la circulation dans un atelier à un instant donné. Et là encore, on dispose d'un protocole qui a été harmonisé, c'est le protocole Statel-Cox 2.0 qui a été défini dans le cadre des travaux du groupe d'investigation fièvre Q de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale. Comme pour Oscar, c'est une démarche qui est volontaire. C'est une démarche en outre qui est exploratoire et qui se présente donc comme complémentaire au protocole du dispositif Oscar. Elle est, et c'est le cas d'Oscar aussi, c'est une démarche qui est amenée à évoluer. Elle va évoluer de manière presque évidente grâce à l'acquisition des connaissances qui est progressive, mais aussi grâce au retour d'expérience de la part du terrain. L'objectif de cette démarche, c'est de mieux évaluer la dynamique de circulation de Coxiella burnetii et donc on va pouvoir la présenter dans un ensemble de situations. Par exemple, le cas des fermes qui sont ouvertes au public où là, effectivement, on a un enjeu particulièrement important de gestion, des risques zoonotiques. Mais ça peut être aussi, la possibilité ou parfois la demande, dans le cas de valorisation d'effluents vers des sites de méthanisation, collective. C'est la possibilité de réaliser finalement un statut, même si c'est un statut à un instant donné, de manière à sécuriser ou à mieux gérer en tout cas, les introductions et le risque, bien sûr est d'autant plus important, en termes de gestion sanitaire lorsqu'il s'agit de fusion de troupeaux. Et puis enfin, ça peut être un outil
Et à ce moment-là, on l'envisage de manière plus dynamique dans le temps pour suivre des mesures de maîtrise vis-à-vis de la fièvre Q. Donc, en pratique, cette méthode, cette démarche, elle repose sur 3 piliers analytiques qui correspondent à 3 types d'informations combinées. Les sérologies d'abord, 15 sérologies. Celles-ci, vont nous permettre d'essayer d'évaluer si l'exposition a été ancienne ou récente à Coxiella burnetii. Et donc on s'intéresse à plusieurs classes d'âge, les nullipares, les primipares et les multipares. À l'instant T, on s'intéresse à l'excrétion active, au moment où on fait le prélèvement. Et là, on retrouve tout l'intérêt en élevage laitier de disposer d'analyses sur le lait de tank. En élevage allaitant, de manière alternative, et là aussi pour mesurer ce qui relève de l'excrétion des animaux, on va pouvoir réaliser des poules de fécès, donc de 15 fécès. Et enfin, on aborde la question de la persistance, donc du niveau de contamination environnementale. Et là, on pourra s'appuyer sur des chiffonnettes réalisées dans le bâtiment sur 5 surfaces et de manière optionnelle en ovin pour piéger cette notion de contamination environnementale. On pourra réaliser également des PCR sur la laine. Donc, la qualité de l'interprétation de l'ensemble de ces informations va tenir à la complétude du protocole et donc au fait de disposer de ces différents types d'échantillons. À partir de ce moment-là, on dispose d'une grille d'interprétation dont la lecture va être graduée. Le premier niveau de circulation correspond à un ensemble de résultats entièrement négatifs, aussi bien en termes d'excrétion, en termes de contamination environnementale et sur le plan sérologique. Et dans ce cas, on va considérer qu'il y a une absence de circulation détectable par les analyses réalisées. Deuxième situation, une circulation avec une exposition ancienne, et dans ce cas, ce sont les sérologies qui vont être toutes négatives ou positives uniquement chez les animaux les plus âgés, donc elles sont négatives chez les jeunes. Éventuellement, la contamination environnementale pourra être présente, mais en tout cas, il n'y aura pas d'excrétion active ni dans le lait ni dans les fécès. Une circulation récente peut être suspectée dès lors que l'on a des sérologies positives chez les jeunes ou toutes les classes d'âge. Et enfin, le risque majeur, c'est bien sûr la mise en évidence d'une circulation active avec une PCR positive sur le lait ou sur les fécès. Et les autres informations sur l'environnement ou l'existence de sérologie négative ou positive vont apporter des nuances à cette information de circulation active en nous donnant des précisions sur l'ancienneté et sur l'existence ou non d'une contamination environnementale. Et ces points-là sont complètement clés en termes de gestion sanitaire ultérieure et de recommandations vis-à-vis de l'éleveur. Donc, ce sont des indications évidemment qui sont extrêmement précises en termes de définition d'un statut de l'atelier, mais le point de vigilance peut-être, c'est de ne pas essayer de surinterpréter ces résultats. C'est-à-dire que même le fait de mettre en évidence une circulation active ne permet pas, à elle seule, d'évaluer le risque de transmission, ni le risque zoonotique. Par ailleurs, ces analyses sont à renouveler, si besoin, bien sûr, en tout ou partie, en fonction des objectifs de suivi qu'on peut avoir. Et enfin, selon les résultats, des mesures de biosécurité sanitaire, médicale, pourront être envisagées en fonction du contexte, des contraintes, des enjeux. Et parmi ces enjeux, il y a bien sûr le volet sanitaire, mais aussi des aspects économiques. Donc, sur l'ensemble de ces aspects, je vous engage à aller sur le site de la plateforme ESA où vous retrouverez ce protocole de manière beaucoup plus complète avec des indications pratiques sur les prises d'échantillons et leur interprétation. Donc, en synthèse, je dirais que la première chose, et c'est vrai pour toute démarche diagnostique vis-à-vis de la fièvre Q, la combinaison des analyses est impérative. Et le deuxième point qui est commun, à la fois en matière de circulation ou de diagnostic d'avortement, c'est que l'interprétation se fait toujours à l'échelle du troupeau. Dans les séries abortives, la notion d'imputabilité va imposer de quantifier l'excrétion, d'où cette notion de seuil clinique pour les PCR, mais aussi le niveau d'exposition du lot ou du cheptel. Et en dehors du contexte abortif, le dispositif, le protocole Statelcox 2 offre donc une lecture qui est graduée de la dynamique de l'infection. C'est une image à un instant T qu'il va falloir donc interpréter en fonction du contexte.
Donc le suivi dans le temps, il est essentiel. Il faut être conscient d'une part de l'intermittence de l'excrétion, mais aussi, de l'importance de la transmission par voie aérienne. Donc l'image que l'on a à un instant T, évidemment, ne présage pas de la situation du troupeau, dans le futur. Et le dernier point qui me semble important, c'est que donc la définition des mesures de risque s'appuie sur, une analyse de ces risques, de façon à mieux définir les mesures de maîtrise, à mieux comprendre en fait les enjeux, les contraintes et forcément ça passe par un dialogue éleveur-vétérinaire. Ce qui va m'amener à laisser la parole maintenant, à Aurélien sur tout ce volet pratique.